le malheureux Sylvain Muller. Face à lui, leurs différences s'estompent et ils forment un bloc uni dans la cruauté et la moquerie. C'est dans cette dynamique de harcèlement collectif que leur lien paradoxal trouve sa plus forte expression. Leur amitié n'est pas fondée sur l'affection ou le respect, mais sur un pacte tacite de non-agression mutuelle la plupart du temps et sur le plaisir partagé de dominer un plus faible. C'est une alliance de prédateurs, une amitié de cours de récréation transposée dans le monde impitoyable de l'entreprise. Chapitre 3, Sylvain Muller, Anatomie d'un bouc émissaire. Au sein de l'écosystème social de Caméra Café, si Jean-Claude est le prédateur alpha et Hervé le manipulateur cynique Sylvain Muller, le comptable interprété par Alexandre Pezl, occupe la position la plus ingrate et la plus tragique, celle du bouc émissaire. Il est le souffre-douleur attitré de la boîte, la cible de toutes les moqueries, frustrations et agressions de ses collègues. Son personnage, loin d'être un simple ressort comique, offre une illustration clinique du processus de bouc émissérisation en milieu professionnel. L'analyse de Sylvain permet de décortiquer les mécanismes psychologiques et sociaux par lesquels un groupe, pour maintenir sa cohésion et évacuer ses tensions internes, désigne et sacrifie l'un de ses membres. Sa naïveté, son anxiété et sa fonction même de comptable en font la victime idéale, un paratonnerre qui attire la foudre et préserve, en apparence, l'équilibre précaire de l'espace détente. 3,1. La victime institutionnelle. Le processus de bouc, émissérisation. Le traitement infligé à Sylvain n'est pas le fruit du hasard ou d'une simple antipathie personnelle. Il suit une logique implacable qui peut être analysée à travers les théories du bouc émissaire développées par des penseurs comme René Girard et appliquées au monde du travail. Ce processus permet une réparation institutionnelle et une réconciliation collective momentanée par l'exclusion d'un membre sur lequel sont projetées toutes les fautes et les angoisses du groupe. Dans le cas de Sylvain, ce mécanisme se décompose en plusieurs étapes observables. La première phase est l'apparition de signes distinctifs victimaires. Sylvain possède des traits de caractère qui le distinguent des autres, sa naïveté, sa maladresse sociale, son anxiété palpable et un désir touchant mais souvent ridicule de bien faire. Lors du quiz radio, par exemple, son stress et sa confiance aveugle en Jean-Claude le rendent particulièrement vulnérable. Ces caractéristiques, qui pourraient être perçues comme neutres ou même attachantes dans un autre contexte, deviennent ici des stigmates. La deuxième phase est la stigmatisation. Le groupe, et en particulier le duo Jean-Claude divisé par Hervé, interprète systématiquement ces traits de manière négative. Sa gentillesse est vue comme de la faiblesse, sa rigueur de comptable comme de la rigidité et sa maladresse comme une preuve d'incompétence généralisée. Ces stigmates deviennent des prétextes commodes pour justifier les moqueries et l'ostracisme. La troisième phase est la désignation. Sylvain est unanimement et constamment désigné comme la source des problèmes ou, à tout le moins, comme l'élément perturbateur. L'épisode de la main coincée dans la machine à café est une illustration parfaite de ce mécanisme. Alors qu'il est en détresse, sa situation n'inspire aucune compassion. Au contraire, elle devient une opportunité pour les autres. Hervé tente de lui extorquer de l'argent en échange de son aide, le transformant en victime d'un chantage odieux. Il n'est plus un collègue en difficulté, mais un problème à exploiter ou à ignorer. Enfin, la quatrième phase est l'exclusion. L'exclusion de Sylvain n'est pas physique, il reste un employé de l'entreprise, mais elle est symbolique et permanente. Il est maintenu à la marge du groupe social, jamais pleinement intégré aux conversations, aux plaisanteries, sauf en tant que cible ou aux alliances. Le groupe se soude contre lui. En le harcelant, Jean-Claude et Hervé renforcent leur propre complicité. En riant de ses malheurs, les autres employés évacuent leur propre frustration et réaffirment leur appartenance au groupe des normaux. Sylvain est le sacrifié pour que le tous puisse continuer à fonctionner, même de manière dysfonctionnelle. 3,2. Les stratégies d'adaptation et l'échec perpétuel. Face à cette persécution constante, Sylvain n'est pas entièrement passif. Il déploie diverses stratégies pour tenter de s'intégrer, de se défendre ou simplement de survivre dans cet environnement hostile. Cependant, chacune de ces tentatives est systématiquement vouée à l'échec, ce qui ne fait que renforcer son statut de victime et confirmer, aux yeux des autres, sa nature de loser. Sa stratégie la plus courante est la recherche de validation et d'intégration par la coopération. Il fait confiance aux autres, espérant que sa bonne volonté sera reconnue. Le quiz radio est l'exemple le plus tragique de cette stratégie. Persuadé que Jean-Claude, avec son assurance, va l'aider à gagner, il suit ses conseils désastreux, choisissant automobile plutôt que comptabilité et se trompant sur l'orthographe de Johnny Hallyday. La trahison de Jean-Claude est double. Non seulement il le mène à l'échec, mais il le blâme ensuite pour sa défaite. Sylvain, qui cherchait un moment de gloire partagée, se retrouve humilié et seul, une fois de plus. Une autre stratégie est l'appel à l'aide directe, comme lorsqu'il se coince la main dans la machine à café. Mais dans l'univers de Caméra Café, la détresse d'autrui n'est pas une occasion de solidarité, mais une opportunité de prédation. Sa demande d'aide est accueillie par l'indifférence de Maëva, qui le traite de con, et par le chantage d'Hervé. Même l'intervention de Jeanne, qui semble initialement bienveillante, tourne au fiasco.
Chaque tentative de se comporter normalement, prendre un café, participer à un jeu, demander de l'aide se retourne contre lui et le piège davantage dans son rôle de victime. Cet échec perpétuel n'est pas une fatalité liée à sa personnalité, mais le résultat d'une dynamique de groupe qui a besoin de lui en tant que victime pour fonctionner. Le système est conçu pour qu'il ne puisse jamais gagner. 3,3. La fonction sociale du bouc émissaire, le comptable comme antithèse de la détente. Le choix de faire de Sylvain un comptable n'est pas un détail anodin. Il est la clé de sa fonction symbolique au sein du microcosme de la série. Un bouc émissaire incarne souvent les peurs, les angoisses et les valeurs que le groupe rejette ou refoule. L'action de Caméra Café se déroule dans un espace détente, un lieu dédié, en théorie, au relâchement, à la spontanéité, à l'improvisation et à la transgression des règles formelles du travail. Or, la profession de comptable symbolise tout l'inverse. Elle est associée à l'ordre, à la règle, à la rigueur, à la procédure, à la contrainte et à l'anxiété liée au contrôle financier. Sylvain est l'incarnation vivante de la logique bureaucratique et de la rationalité instrumentale qui structure et contraignent l'entreprise. Il est celui qui gère les notes de frais, qui vérifie les chiffres, qui rappelle, par sa simple présence, l'existence d'un ordre supérieur auquel nul ne peut échapper. Il est la mauvaise conscience de l'entreprise, le rappel constant que derrière les apparences de détente, il y a des bilans à équilibrer et des comptes à rendre. Dans cette perspective, la persécution de Sylvain prend une dimension cathartique. En s'attaquant à lui, les autres employés, et notamment Jean-Claude, le commercial qui vit de la négociation et du système D et Hervé, le syndicaliste qui prétend contester l'ordre établi s'en prennent symboliquement à la structure contraignante de l'entreprise elle-même. Harceler le comptable, c'est une manière détournée de se rebeller contre les règles, les délais et la pression managériale. C'est une forme de défoulement collectif qui permet au groupe de décharger ses frustrations sur une cible sûre et sans défense, préservant ainsi une cohésion de façade et évitant la confrontation directe avec les véritables détenteurs du pouvoir, comme le DRH Jean-Guy Lecointre. Le sacrifice de Sylvain sur l'autel de la machine à café est le prix à payer pour que la fragile détente des autres puisse perdurer. Chapitre 4. Les figures féminines entre stéréotypes et subversion. L'univers des caméras café, bien que dominé par le duo masculin Jean-Claude, divisé par Hervé, est peuplé de figures féminines complexes qui, loin de se cantonner à des rôles de faire-valoir, jouent un rôle crucial dans les dynamiques de pouvoir et les intrigues de l'espace détente. Des personnages comme Maëva Capucin et Jeanne Bignon naviguent dans cet environnement professionnel en utilisant des stratégies subtiles, souvent dissimulées derrière des stéréotypes de genre. Elles démontrent que dans un monde où le pouvoir formel est majoritairement masculin, le pouvoir informel, celui de l'information, de la rumeur et de la manipulation relationnelle, peut être un outil redoutable. Leur présence permet également d'ancrer la série dans son époque à travers des marqueurs culturels forts, notamment la mode, qui devient un langage non verbal exprimant leurs ambitions et leurs stratégies d'adaptation. 4,1. Maëva Capucin et Jeanne Bignon. Le commérage comme outil de pouvoir. Maëva Capucin, l'assistante chargée des archives, incarne à première vue le stéréotype de la jeune femme écervelée. Son discours est souvent superficiel, centré sur des préoccupations triviales comme sa nouvelle barrette à cheveux. Cependant, réduire Maëva à cette caricature serait une erreur. Derrière son apparence de cruche, elle fait preuve d'une intelligence citoyenne et d'un instinct de survie redoutable. Elle est un nœud central dans la circulation de l'information et n'hésite pas à utiliser la rumeur comme une arme. La scène impliquant l'arrivée du nouveau collègue Thierry Louvier est une démonstration magistrale de sa capacité de manipulation. C'est elle qui lance et alimente la rumeur selon laquelle Jeanne aurait couché avec lui dès le premier jour. Lorsque Louvier, mis au courant, la confronte violemment, Maëva opère un retournement spectaculaire. Pour se sauver, elle trahit sans hésiter la collègue avec qui elle propageait la rumeur, la désignant comme l'unique source du commérage. « C'est toi qui m'as dit que Jeanne couche avec monsieur. » Maëva utilise le stéréotype de la femme naïve et fragile comme un bouclier. En se présentant comme une simple suiveuse influençable, elle parvient à détourner la colère de l'agresseur et à se sortir d'une situation périlleuse. Le commérage pour elle n'est pas un simple passe-temps, c'est un instrument de pouvoir dans un environnement où elle n'a que peu d'autorité formelle. Jeanne Bignon, la secrétaire de direction, est une figure moins caricaturale mais tout aussi centrale. De par sa position, elle est le pivot social de l'entreprise, le carrefour par lequel transitent toutes les informations, officielles et officieuses. Elle sait tout sur tout le monde. Contrairement à Maëva, sa curiosité ne semble pas toujours motivée par une intention malveillante. Elle représente une forme de normalité au sein de ce groupe d'excentriques agissant comme un baromètre social qui commente et observe les événements avec une certaine distance amusée. Cependant, son rôle de dépositaire des secrets fait d'elle une actrice incontournable du réseau de commérage. En choisissant de révéler ou de taire une information, elle peut influencer les réputations, créer ou défaire des alliances. Elle et Maëva, bien que différentes dans leur style, illustrent parfaitement comment, dans la sphère confinée de l'espace détente, le contrôle de l'information devient une forme de pouvoir parallèle, capable de rivaliser avec l'autorité hiérarchique. 4,2.
La mode Idusque, comme langage non verbal, pour comprendre pleinement les stratégies des